Bienvenue dans cette série d'exercices, la série numéro 4, qui concerne la première leçon des transformations nucléaires, loi de décroissance radioactive. Cette série comporte 7 exercices et vous allez trouver le lien de cette série au-dessous de cette vidéo. Bien entendu, la méthode est toujours la même. On essaie de faire l'exercice tout seul et après on le compare à la solution donnée. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les écrire. Commençons par l'exercice 1. Indiquez le nombre de protons, de neutrons et d'électrons présents dans chacun des atomes suivants, de calcium, de chrome, de xénon. On sait qu'un atome est constitué d'un noyau autour duquel il y a un nuage électronique. Le symbole de l'atome, c'est Ca, par exemple pour le calcium. Le nombre au-dessous, ça s'appelle le numéro atomique Z. Et il indique le nombre d'électrons et le nombre de protons, puisque l'atome est électriquement neutre. Le nombre 40, c'est A, c'est le nombre de masse. C'est la somme des protons plus les neutrons dans le noyau. On va dresser un tableau sur lequel on va mettre les différents atomes et on va mettre le nombre d'électrons, nombre de protons et nombre de neutrons. J'ai dressé un tableau sur lequel j'ai mis 3 lignes. Une ligne où il y a le nombre d'électrons, une autre nombre de protons, une dernière nombre de neutrons, et 3 colonnes, une colonne pour le calcium, une colonne pour le chrome, une colonne pour le xénon. Donc, pour le calcium par exemple, le nombre en bas ici, ça s'appelle le numéro atomique. Il constitue à la fois le nombre des électrons et le nombre de protons, puisque l'atome est électriquement neutre. Donc je mettrai 20 électrons et en même temps 20 protons. La différence entre le nombre supérieur ici, c'est A, moins celui d'en bas, c'est Z, ça constitue le nombre de neutrons. 40 moins 20, ça donne le nombre de neutrons. Pour le chrome, de même, le nombre en bas ici, c'est le nombre d'électrons et en même temps le nombre de protons. La différence entre 52 et 24, ça constitue le nombre de neutrons, c'est 28. Pour le xénon, le 54 indique à la fois le nombre d'électrons et en même temps le nombre de protons. La différence entre 132 et 54, c'est le nombre de neutrons, c'est 78 neutrons. C'était la réponse à la première question de cet exercice. Deuxièmement, le nombre de noyaux radioactifs de l'isotope polonium-218 peut notamment décroître par émission alpha, le noyau résiduel étant du plomb. Écrire l'équation de désintégration. Ici pour la deuxième question, l'équation de désintégration, c'est l'équation de désintégration du polonium qui va se transformer en plomb. Il va mettre une particule alpha. La particule alpha, c'est le noyau d'hélium, He, 2, 4. Le polonium est là comme Z84, d'après l'énoncé, et comme A218. Au cours d'une réaction nucléaire, il y a conservation du nombre de charges et conservation du nombre de masses. Donc 84, je dois mettre un nombre ici, auquel si j'ajoute 2, il va me donner 84. Donc c'est 82. Je dois mettre un nombre ici, auquel si j'ajoute 4, je trouve 218. C'est 214. Donc c'est l'équation désintégration alpha du polonium. Troisième question. Complétez en s'aidant du tableau de classification les équations des réactions nucléaires suivantes et précisez le type de radioactivité. Donc je vais apporter un tableau de classification, parce qu'on nous demande de s'aider de ce tableau. Le jour du DS, devoir surveiller ou bien du baccalauréat, on vous donne un extrait de ce tableau, c'est-à-dire la partie que vous allez utiliser. Alors je vais poser le tableau de classification et essayer d'utiliser ce tableau et compléter toutes les réactions qui sont ici. Et en même temps, chaque fois que je complète une réaction, je dois dire de quelle radioactivité s'agit-il. Alpha, bêta- ou bêta+. On voit ici à droite le tableau périodique d'éléments chimiques. Et ici, je vais répondre à la question 3 en complétant chaque réaction nucléaire par ce qui manque.
Commençons par la réaction 1, Rb 3787. Le Rb, c'est le rubidium. Il possède comme Z 37 numéros atomiques et comme A nombre de masse 87. Le rubidium éjecte un électron. Et chaque fois qu'on a un noyau qui éjecte un électron, il s'agit de la radioactivité β-. Maintenant, pour trouver l'élément ici, je dois réaliser la conservation du nombre de charges et le nombre de masses. J'ai ici 37, ici moins 1, donc 37, elle est égale à un nombre moins 1. Ce nombre, c'est 38. On va chercher dans le tableau périodique l'élément qui possède le numéro atomique 38. On voit c'est le Sr, le strontium. Donc je mettrai le symbole Sr. Maintenant pour le nombre de masse A, 87, ici 0, donc ça sera 87. Maintenant j'ai un élément X ici qui éjecte un positon. Et chaque fois qu'un noyau éjecte un positon, on dit que la radioactivité est du type β+. L'élément qui se trouve ici a pour Z 7, 6 plus 1. Cherchons dans le tableau l'élément dont Z égale à 7, c'est l'azote. Donc je mettrai ici N comme noyau pair qui possède pour Z 7 et pour A c'est 13. Troisième réaction, Sn 62-147. Sn c'est le samarium. Tout à l'heure C c'est le carbone, N c'est l'azote. Le Sm c'est le samarium 62-147. Il va donner un noyau d'hélium appelé particule alpha. Chaque fois qu'un noyau instable donne un noyau d'hélium, on dit que la radioactivité est du type alpha. Pour trouver le noyau fils, je dois chercher Z. J'ai 62 doit être égal à un nombre plus 2, donc c'est 60. Cherchons dans le tableau l'élément qui possède le numéro atomique 60, 56, 57, 58, 59 et 60. C'est l'élément Nd. C'est l'élément Nd qui possède comme numéro atomique Z et comme A, 147 doit être égal à un nombre plus 4. Donc je dois retrancher 4 de 147, il me donne 143. L'élément chimique Nd, c'est le niodime. Donc le samarium donne le niodime plus He, noyau d'hélium. Maintenant j'ai un noyau instable qui donne Lw, laurentium 103, 2. Donc c'est un élément qui possède comme Z 105. Cherchons l'élément qui possède 105 comme numéro atomique, c'est Db. Et comme nombre de masse, c'est la somme de 158 plus 4, ça fera 262. Et puisqu'il donne le noyau d'hélium He, ça veut dire que c'est de la radioactivité alpha. L'équation 5, le cuivre donne E10, c'est-à-dire le symbole d'un électron, mais qui porte une charge positive, c'est le positon. Donc, le type de radioactivité, c'est β+. L'élément que je dois avoir ici, il possède comme nombre de charges 28. Pour faire la somme 28 plus 1, c'est 29. L'élément qui possède 28, c'est le Ni, le nickel. Et comme nombre de masse, ça fera toujours 64, puisque ici c'est 0. On a un élément ici qui va donner le Sn. Le Sn, c'est l'étain. Donc 50 moins 1, ça fera donc 49. Donc ici, un élément qui possède comme numéro atomique 49. Le 49, c'est le In, l'indium. Et comme nombre de masse, 115. À la réaction suivante, on a un noyau de néon qui va donner un noyau de fluor. Je cherche dans le tableau périodique le numéro atomique du noyau du néon. On trouve 10. Donc je marque ici 10. Donc pour le fluor aussi, je cherche la valeur de Z, c'est 9. Donc je mets ici 9. Donc pour réaliser la conservation du nombre de charges, je dois ajouter une particule qui possède ici 1. Et on a dans le cours le noyau instable émet soit une particule alpha, He2, 4,
soit un électron, moins 1, 0, soit un positon, 1, 0. Puisque j'ai ici 1, donc c'est le positon, E, 1, 0. Et maintenant 19 plus 0, ça donne 19, donc c'est le néon, 19. Et l'émission d'un positon veut dire que le type de radioactivité est bêta+. La réaction suivante, j'ai un élément qui possède comme nombre de charge 15. Dans le tableau périodique, 15 c'est le phosphore. Donc le symbole que je vais mettre c'est P. Il va donner un atome de silicium. Je cherche le symbole Si dans c'est Si qui possède comme numéro atomique 14. Donc, je mettrai ici 14. Pour réaliser la conservation, je dois rajouter ici 1. La particule qui possède comme nombre de charge 1, c'est le positon. Donc, le positon E1, 0. 30, c'est aussi ici encore 30. Le type de radioactivité, c'est bêta+. Passons maintenant à la réaction numéro 9. On a l'élément Am, américium. L'américium, il donne le neptium 239. L'américium dans le tableau périodique, c'est Am, ici, et qui possède comme Z 95. Donc je mettrai ici 95. Le neptium, c'est Np, qui possède comme numéro atomique 93. Donc ça sera donc 93. Pour réaliser la conservation de Z, je dois rajouter une particule qui possède comme Z 2. Et la particule qui a comme Z 2 dans la radioactivité, c'est le noyau d'hélium. Il possède comme nombre de charge 4. Donc 239 plus 4, ça fera 243. Le type de radioactivité ici, c'est alpha. Passons à la réaction suivante. L'élément Bk qui s'appelle berkelium, je le cherche dans le tableau périodique. Je trouve que Bk se trouve ici. Il possède comme numéro atomique 97. Donc je mettrai ici 97. L'américium, c'est 95. Maintenant, pour réaliser la conservation du nombre de charges, je dois rajouter ici 2. La particule qui possède 2 comme nombre de charges, c'est le noyau d'hélium, He24. Donc ici, 247 égale à un nombre plus 4. Donc je retranche 4 de 247, il me reste 243. Le type de radioactivité, c'est alpha, puisqu'il y a émission du noyau d'hélium. Fe, c'est le francium. Il possède 87 comme numéro atomique. Il donne le radium. Le radium, c'est 88. Si je connais le nom du noyau ou bien le symbole du noyau, je cherche son numéro atomique dans le tableau. Si je connais le numéro atomique, je peux déduire son symbole à partir du tableau. Le radium, il possède 88 comme numéro atomique. Donc, pour réaliser la conservation, je dois rajouter ici moins 1. La particule qui possède moins 1 comme nombre de charge, c'est l'électron. E, moins 1, 0. Donc ici, il reste 223. Puisqu'il y a émission d'un électron, il s'agit bien de la radioactivité β-. Passons à la dernière réaction nucléaire. On a un élément qui possède comme Z71. Le Z71, c'est le Lu, c'est le lutetium. Donc je marque le symbole L, U. Il donne un élément qui possède comme numéro atomique 72. Le 72, c'est HF. HF, c'est le hafnium. Donc, pour réaliser la conservation de la charge, je dois avoir ici moins 1. Moins 1 plus 72, ça donne 71. La particule qui possède comme nombre de charge moins 1, c'est l'électron. Et l'électron possède comme nombre de masse 0. Donc, j'aurai ici 176 comme numéro atomique. Donc cet exercice nous apprend comment écrire une réaction nucléaire, comment déterminer les composants d'un noyau ou bien d'un atome, et comment écrire et détecter le type de radioactivité β-, β+, ou alpha, bien entendu en s'aidant du tableau périodique.
Exercice 2. L'isotope C611 a une demi-vie égale à 20,4. Première question. Qu'appelle-t-on la demi-vie? C'est une question de cours à laquelle il faut répondre comme suit. La demi-vie est la durée nécessaire pour que statistiquement la moitié des noyaux radioactifs présents dans l'échantillon se désintègrent. C'est une question qu'on peut vous poser le jour de l'examen. Définir la demi-vie. Donc il faut répondre que la demi-vie, c'est la durée nécessaire pour que statistiquement la moitié des noyaux radioactifs présents dans l'échantillon se désintègrent. Deuxième question, établir la relation entre la demi-vie et la constante radioactive lambda, calculer lambda et préciser son unité. Pour faire ce calcul, on part de l'écriture symbolique de la demi-vie. C'est-à-dire lorsque t égale t1,5, on a le nombre de noyaux présents dans l'échantillon n'est que la moitié du nombre de noyaux qu'on avait initialement. Deuxième étape, écrire la loi de décroissance radioactive. On a n de t, le nombre de noyaux présents dans l'échantillon à un instant t, il est égal au nombre de noyaux initial qu'on avait au départ, exponentiellement lambda fois t. Donc je vais remplacer t par t1,5 et remplacer n par n0 sur 2. Donc n0 sur 2, c'est-à-dire je remplace n par n0 sur 2, elle est égale à n0 exponentielle moins lambda fois, au lieu d'écrire t, j'écris t1,5. Parce que le n n'est égal à n0 sur 2 qu'à l'instant t égale t1,5. t1,5. Il me reste n,5 égale exponentielle moins lambda fois t1,5. Maintenant, pour se débarrasser de l'exponentielle, je fais entrer la fonction réciproque ln. Donc le ln de n,5 est égal à ln exponentielle moins lambda t1,5. En appliquant les propriétés du logarithme, ln de n,5, c'est ln de 1 moins ln de 2. Et puisque ln est la fonction réciproque de l'exponentielle, il me reste seulement l'exposant moins lambda t1,5. Or, le ln de 1 égale à 0. On en déduit le moins ln de 2 égale moins lambda t1,5. Le moins, il est simplifié, il me reste ln de 2 égale lambda fois t1,5. D'où t1,5, il est égal ln de 2 sur lambda. Donc c'est toujours la démarche qu'il faut suivre chaque fois qu'on nous demande d'établir la relation entre la demi-vie et la constante radioactive lambda. Maintenant, pour calculer lambda, je tire l'expression de lambda de cette relation. Lambda égale ln de 2 sur t1,5. Comme application numérique, le ln de 2, et je prends t1,5, c'est 20,4 minutes. Je la rends en secondes. 20,4 minutes. Je la multiplie par 60 pour qu'il devienne en secondes. Et ça donne, en respectant le nombre de chiffres significatifs 3, ça me donne 5,66 10 moins 4. Seconde moins 1. C'est l'unité de la constante radioactive dans le système international. Troisième question. Rappelez la définition et l'expression définissant l'activité. Autrement dit, on va donner la définition de l'activité et l'expression qui définit cette activité. Troisièmement, l'activité A d'une source radioactive est égale au nombre moyen de désintégrations par seconde dans l'échantillon. Maintenant, pour déterminer l'expression qui définit l'activité, on part de la forme différentielle de la loi de décroissance radioactive, c'est-à-dire dn sur d de t plus lambda n
égale à 0, ce qui implique que moins d de n sur d de t égale à lambda n. Or, A égale à moins d de n sur d de t. Donc, on trouve finalement que A égale le produit de la constante radioactive lambda fois le nombre de noyaux qui existent dans l'échantillon. Quatrième question. Combien de noyaux y a-t-il dans un échantillon de 6,2 microgrammes de cet isotope, c'est-à-dire l'isotope du carbone C611? En déduire son activité. Pour répondre à cette question, on part d'une relation qu'on connaît en chimie, c'est la quantité de matière d'une espèce chimique. Elle est égale à la masse de l'échantillon de cette espèce chimique sur sa masse molaire. Elle est égale aussi au nombre d'entités de cette espèce chimique qui se trouve dans cette masse sur la constante d'Avogadro. Alors, à partir de cette relation, on peut déterminer la masse, ou bien le nombre de noyaux, ou bien la quantité de matière. Ici, on nous demande combien de noyaux y a-t-il dans cet échantillon. Donc, je dois chercher n. Donc, on trouve n égale la masse de l'échantillon fois la constante d'Avogadro sur la masse molaire. Comme application numérique, n égale la masse 6,2 microgrammes qu'on doit convertir en grammes, donc c'est fois 10 puissance moins 6, multiplié par la constante d'Avogadro, c'est 6,03 10 puissance 23, sur la masse molaire, c'est 11. Donc le résultat doit être donné en écriture scientifique et avec deux chiffres significatifs. 3,4 et 10 puissance 17. Maintenant, on nous demande de déduire son activité. On n'a qu'à appliquer la relation A égale lambda fois n. A égale 5,66 10 moins 4. C'est la valeur déjà calculée à la question 2. Multiplié par n, 3,4 10 puissance 17. Ça donne 1,9 10 puissance 14. Et l'activité A, elle est donnée en becquerel dans le système international, du symbole BQ. Cinquième question. Combien de noyaux reste-t-il une heure plus tard? C'est-à-dire après avoir calculé ce nombre de noyaux dans cet échantillon, une heure plus tard, il en reste combien? Et on déduire l'activité de cet échantillon à cet instant, c'est-à-dire après une heure. Pour déterminer le nombre de noyaux qui restent, ce nombre qu'on a calculé précédemment sera pris comme nombre de noyaux initial, car on veut calculer il en reste combien après une heure, en appliquant la loi de décroissance radioactive. En faisant l'application numérique, on trouve que n égale, je remplace n0, c'est 3,4 10 puissance 17, fois exponentielle, moins lambda, c'est la valeur 5,66 10 moins 4, multiplié par le temps écoulé, c'est une heure. Je dois la rendre en secondes, c'est 3600 secondes. Ce qui donne comme valeur numérique 4,4 10 puissance 16. On avait initialement 3,4 10 puissance 17. Il nous reste après une heure 4,4 10 puissance 16. Donc le nombre a diminué à cause de la radioactivité. Pour le calcul de l'activité A, on n'a qu'à appliquer la relation A égale lambda fois n. Maintenant, la nouvelle valeur de n, c'est 4,4 10 puissance 16. 5,66 10 moins 4, multiplié par 4,4 10 puissance 16, ça donne 2,5 10 puissance 13. L'unité, c'est becquerel. Donc, lors de cet exercice, on a rappelé deux questions de cours, la définition de la demi-vie et la définition de l'activité, à apprendre par cœur, parce qu'on peut vous les demander dans les devoirs surveillés ou bien à l'examen. Deuxième question ou bien deuxième volet de questions, on a déduit le nombre de noyaux qui existent dans un échantillon en utilisant la relation utilisée en chimie, la quantité de matière, c'est la masse sur la masse molaire, ou bien le nombre sur la constante d'Avogadro. On peut déterminer la masse, ou bien le nombre, ou bien la quantité de matière en connaissant les autres grandeurs.
à savoir que la masse molaire et la constante d'Avogadro sont toujours des données dans l'exercice. Deuxième chose, l'unité de l'activité, elle est exprimée en becquerel. Dire que j'ai 1,9 10 puissance 14 becquerel veut dire que j'ai 1,9 10 puissance 14 désintégrations par seconde. On a encore ici établi la démonstration de la relation entre la demi-V et la constante radioactive, c'est-à-dire la démarche à suivre chaque fois qu'on vous demande de déterminer cette relation. Exercice 3. La demi-vie d'une source radioactive composée d'une masse M égale à 100 g de noyau radioactif et T1,5 égale 2400 heures. Calculer la masse de noyau radioactif restant au bout d'un an. Donc, on nous a donné la masse à l'instant initial, 100 g, et on nous demande de déterminer la masse après un an. Nous, on connaît la loi de décroissance radioactive pour le nombre, c'est-à-dire n égale n0 exponentielle moins lambda t. On va la convertir en loi de masse. On a la masse sur la masse molaire est égale au nombre de noyaux sur la constante d'Avogadro. D'après cette relation maintenant, je peux déterminer le nombre de noyaux restants, n, elle est égale à la masse restante dans l'échantillon fois la constante d'Avogadro sur la masse molaire. Je peux écrire par analogie le nombre de noyaux initial, c'est-à-dire écrire N0, elle est égale la même expression, mais en remplaçant la masse restante par la masse initiale, M0 fois la constante d'Avogadro sur la masse molaire. Dans la loi de décroissance radioactive, je remplace le N et le N0 par leur expression précédente. Ça sera donc la masse fois la constante d'Avogadro sur la masse molaire, elle est égale à N0, il sera remplacé par cette expression. Donc c'est M0 fois le Na sur la masse molaire fois l'exponentielle moins lambda t. Je peux maintenant simplifier par Na et masse molaire de part et d'autre. Il me reste donc la loi de décroissance radioactive, elle est valable aussi pour les masses. Donc ça c'est la démonstration comment passer du nombre de noyaux à la masse restante. Mais dans les prochains exercices, il suffit de dire que le nombre de noyaux et la masse de l'échantillon sont proportionnels. Donc puisqu'ils sont proportionnels, donc ils obéissent à la même loi. Maintenant, essayons de calculer la masse restante après un an. Donc ici, la masse initiale, c'est 100 grammes. Maintenant, pour calculer la masse restante après un an, je dois remplacer T par une année et remplacer lambda par son expression. Parce que je n'ai pas la valeur de lambda, j'ai à sa place Tn'. Donc on aura comme expression finale, avant l'application numérique, m égale m0 exponentielle moins, au lieu de lambda, j'écris ln de 2 sur Tn', le tout fois T. Et comme application numérique, m égale 100 grammes, c'est la masse initiale, exponentielle moins ln de 2 sur T1,5, je vais la laisser en heures, 2400. Fois T, c'est une année. Je vais rendre l'année en heures, c'est 365,25 jours fois 24 heures. Donc en faisant cette application numérique, on va retrouver la masse restante après une année. On trouve M égale 7,95 grammes. Deuxième question, un compteur Geiger-Müller placé près d'un échantillon radioactif détecte en moyenne 1000 désintégrations par minute. 12 heures plus tard, placé dans les mêmes conditions, il détecte en moyenne 320 désintégrations par minute. Quelle est la demi-vie des noyaux radioactifs? Alors, le compteur Geiger-Müller, il nous donne l'activité de l'échantillon. Pour cela, on va utiliser la relation de l'activité. On a A égale lambda n.
Et n, elle est égale à n0 exponentielle moins lambda t. Donc, je peux en déduire ici que le a égale lambda. Au lieu d'écrire n, j'écris n0 exponentielle moins lambda t. Je remplace lambda n0 par l'activité initiale, a0. Et je trouve que a égale a0 exponentielle moins lambda t. On me demande de chercher la demi-vie. Donc, si je calcule lambda, je peux déterminer la demi-vie. Donc, a sur a0 égale exponentielle moins lambda t. Je fais entrer le logarithme, la fonction réciproque de l'exponentielle, et je trouve ln de a sur a0, elle est égale à ln de l'exponentielle. ln de exponentielle moins lambda t. Le ln de l'exponentielle moins lambda t, il me reste l'exposant moins lambda t. D'où lambda égale moins ln de a sur a0 sur t, avec tn demi, elle est égale ln de 2 sur lambda. En tenant compte de ces deux relations, je tire que tn demi, elle est égale moins t fois ln de 2 sur ln de a sur a0. Donc, comme application numérique, on trouve tn demi égale, donc c'est 12 heures le temps, je le laisse en heures, fois ln de 2 sur ln. A, c'est l'activité après 12 heures, c'est 320, A0 c'est 1000. Donc ça fera 320 sur 1000 et ainsi de moins. Ça nous donne 7,3 heures. Donc cet échantillon radioactif a une demi-vie de 7,3 heures. Troisième question. On considère une masse M0 de radon à la date t égale à 0. Petit a, déterminer la masse de radon restant au bout de 1, 2, 3, 4 ou bien n demi-vie. Donc, je veux la masse restante de ce radon après Tn demi, 2 Tn demi, 3 Tn demi, 4 Tn demi et d'une façon générale n Tn demi. Et on déduire la masse de radon désintégré au bout de n périodes. C'est-à-dire qu'il y a la masse qui s'est désintégrée au bout de n périodes, veut dire aussi demi-vie. Donc la période et la demi-vie, c'est la même nomenclature. Troisièmement, petit a, on sait que m et n sont proportionnels. C'est-à-dire, lorsque t égale à 1 Tn demi, une fois Tn demi, ceci veut dire que la masse restante, elle est égale à m0 sur 2, la moitié. Et lorsque t égale 2 Tn demi, 2 fois Tn demi, la masse restante, c'est la moitié de la masse précédente, c'est-à-dire m0 sur 4, que je peux noter m0 sur 2 à la puissance 2. Lorsque t égale à 3 Tn demi, la masse restante, c'est la moitié de la masse précédente, c'est-à-dire m0 sur 8, que je peux écrire aussi m0 sur 2 à la puissance 3. Et lorsque t égale à 4 Tn demi, je vais avoir m égale la moitié de m0 sur 8, c'est m0 sur 16. Et m0 sur 16, c'est m0 sur 2 à la puissance 4. Donc je vois bien que lorsque t égale à 1 Tn demi, j'ai m0 sur 2 à la puissance 1. 2 Tn demi, j'ai m0 sur 2 à la puissance 2. 3 Tn demi, c'est m0 2 à la puissance 3. 4 Tn demi, c'est m0 2 à la puissance 4. Donc, CGT égale à n fois Tn demi. Donc, la masse restante sera égale à m0 sur 2 à la puissance n. Ça, c'est la réponse à la première partie de la question. Maintenant, on veut déduire la masse désintégrée. On sait bien que d'après la loi de conservation, la masse initiale, elle est égale à la masse restante plus la masse désintégrée. Donc, je peux déduire que la masse désintégrée, c'est la masse initiale moins la masse restante. Or, la masse restante, c'est m0 sur 2 à la puissance n. J'en déduis que la masse désintégrée n'est autre que m0 moins m0 sur 2 à la puissance n. Je peux factoriser par m0
et j'obtiens la masse désintégrée, elle est égale m0 facteur de 1 moins 1 sur 2 à la puissance n. Petit b, calculer la durée nécessaire pour désintégrer les 9 dixièmes de la masse m0 du radon. Ici, c'est une question piège. On veut la durée pour que la quantité désintégrée soit 9 dixièmes. Et dans la loi des intégrations, c'est la masse restante ou bien le nombre de noyaux restant. Donc si 9 dixièmes de M0 est désintégré, alors la masse restante est 1 dixième de M0. De telle manière, si je fais la somme de la masse désintégrée plus la masse restante, je trouve M0. En appliquant la loi décroissance radioactive pour les masses, j'ai la masse restante égale la masse initiale exponentielle moins lambda fois t. Donc la masse restante, c'est 1 dixième de M0. Elle est égale à M0 exponentielle moins lambda fois t. Je peux déterminer maintenant la durée t en simplifiant par M0. Je trouve 1 dixième égale exponentielle moins lambda t. En faisant entrer le logarithme, j'obtiens ln de 1 dixième égale moins lambda t, car ln de exponentielle moins lambda t me laisse l'exposant. En appliquant les règles du logarithme népérien, ln de 1 dixième, c'est ln de 1 moins ln de 10. Or, ln de 1, il est nul. Il me reste moins ln de 10 égale moins lambda t. J'en déduis que t égale ln de 10 sur lambda. En remplaçant lambda par son expression, je trouve t1 demi à ln de 10 sur ln de 2. Donc le t sera donné en fonction de t1 demi. Donc le t égale, en fin de compte, ln de 10 sur ln de 2, ça me donne 3,3 t1 demi. La dernière question, petit c, c'est calculer la durée nécessaire pour avoir 4 neuvièmes de masse M0 dans l'échantillon de radon. Donc je dois connaître la durée nécessaire pour que la quantité restante soit égale à 4 neuvièmes. Ici, c'est la quantité restante, on va l'appliquer directement dans la loi de décroissance radioactive. Donc petit c, en appliquant m égale à m0 exponentielle moins lambda t, et en remplaçant la masse restante par 4 neuvièmes de la masse initiale, en simplifiant par m0, on obtient 4 neuvièmes égale exponentielle moins lambda t. De la même manière, le ln de 4 neuvièmes est égal au ln de l'exponentielle, c'est-à-dire il me reste moins lambda t. J'en déduis que le temps nécessaire ou bien la durée nécessaire, c'est moins ln de 4 neuvièmes sur lambda. En remplaçant lambda par son expression, on obtient moins ln de 4 neuvièmes sur ln de 2 fois t1 demi. En faisant l'application numérique, ça donne 1,2 t1 demi. Exercice 4. L'iode est indispensable à l'organisme humain. Il participe à la synthèse des hormones thyroïdiennes. L'assimilation de cet iode 127 non radioactif se fait sous forme d'ion iodure dans la glande thyroïde. Lors des accidents nucléaires, il y a émission dans l'atmosphère d'iode 131 radioactif β-, de demi-vide T1 demi, 8,1 jours. Lors de la désintégration de l'iode 131, donne du xénon Xe. Première question, écrire l'équation de désintégration de l'iode 131. Donc, on doit écrire l'équation de désintégration de l'iode 131 et la désintégration est du type β-. On a ici dans les données l'iode qui possède comme Z 53. Donc, c'est I
53, 131. Elle va donner comme noyau fils le xénon Xe, d'après le texte, plus bêta moins, c'est un électron, E moins 1, 0. Maintenant, pour réaliser la conservation, je dois mettre ici 131. Et pour réaliser la conservation du nombre de charges, 53 égale à 54 moins 1. Donc c'est 54. Deuxième question. Une population vivant près des centrales nucléaires a reçu des comprimés d'iode 127 sous forme d'iodure de potassium. À prendre en cas d'accident nucléaire, justifier cette mesure. D'après le texte de l'exercice, s'il y a un accident nucléaire, il y a émission d'iode 131 qui est radioactif bêta-. Et les comprimés sont composés d'iode 127 qui est non radioactif. Donc, en cas d'accident nucléaire, cette population doit prendre ces comprimés d'iode 127 qui vont saturer la glande thyroïde. Donc, la glande thyroïde va devenir saturée en iode. Et comme ça, lorsque l'iode 131 arrive, il n'est pas absorbé par la thyroïde. Deuxièmement, les comprimés d'iode 127 protègent la glande thyroïde contre une contamination radioactive. Donc, la glande thyroïde est saturée par l'iode stable. Troisième question. L'iode 131 est aussi utilisé en médecine, par exemple dans l'examen par scintigraphie des glandes surrénales. Déterminer l'activité A1 de M égale 1 g d'iode 131. On nous demande de calculer l'activité d'une masse de 1 g d'iode 131. Troisièmement, pour répondre à cette question, commençons d'abord par l'expression de l'activité. A égale lambda n. Dans l'exercice, on n'a pas la constante radioactive, on a la demi-vie. Donc, je dois remplacer lambda par son expression. Avec lambda égale, c'est ln de 2 sur Tn demi. Et, d'après l'exercice précédent, n égale la masse de l'échantillon fois la constante d'Avogadro sur la masse molaire. Donc, A devient ln de 2 multiplié par petit m fois la constante d'Avogadro sur la masse molaire fois Tn demi. Maintenant, la masse molaire est en grammes par mol, m est en grammes, Na est en mol moins 1, le Tn demi doit être converti en secondes puisqu'on calcule l'activité. C'est le nombre des intégrations par seconde. Donc, comme application numérique, A égale ln de 2 multiplié par 1,0 g fois 602 10 puissance 23. Sur la masse molaire de l'iode, elle est donnée dans l'exercice, c'est 131 fois Tn demi, c'est 8,1 jours. Je le multiplie par 24 pour le convertir en heures, par 3600 pour le convertir en secondes. Le nombre de chiffres significatifs, c'est 2. Donc, ça va me donner comme valeur 4,6 10 puissance 15 becquerel. Quatrième question. Sachant que pour cet examen, il faut une solution d'iode 131 d'activité 37 mégabecquerel. Quelle est alors la masse M' d'iode 131 injectée au patient? Donc, la quatrième question, c'est la démarche inverse. On connaît l'activité, on cherche la masse. Donc, j'écris A0 égale, je réécris cette relation-là, c'est ln de 2 fois M' qu'on cherche, fois le Na, la constante d'Avogadro, sur la masse molaire, fois Tn demi. J'en déduis que M' égale A0 fois la masse molaire, fois Tn demi, sur ln de 2 fois Na. Comme application numérique, M' égale A0 c'est 37 mégabecquerel, c'est 37. Le méga c'est le facteur multiplicatif 10 puissance 6, fois la masse molaire c'est 131, fois Tn demi c'est 8,1, fois 24
pour la rendre en heures, fois 3600. Sur ln de 2, multiplié par 6,02 10 puissance 23. Ça donne en grammes, c'est 8,1 10-9 grammes, c'est-à-dire 8,1 nanogrammes. Cinquième question, déterminer la date T où l'activité sera divisée par 10, c'est-à-dire chercher la date où l'activité sera l dixième de l'activité initiale. Donc cinquièmement, on a A égale A0 exponentielle moins lambda t. On cherche l'instant t où cette activité est divisée par 10, c'est-à-dire l'instant où A égale à A0 sur 10. Donc, je remplace A par A0 sur 10, ça donne A0 sur 10 égale A0 exponentielle moins lambda t. On simplifie par A0 et je trouve que 1 dixième, il est égal exponentielle moins lambda t. Prenons le logarithme népérien de cette expression, ln de 1 dixième, il est égal à ln de l'exponentielle moins lambda t. En appliquant les règles du logarithme, je trouve ici ln de 1 moins ln de 10. Le ln de 1 il est nul, il me reste moins ln de 10. Il est égal ln de l'exponentielle moins lambda t. J'aurai l'exposant moins lambda t. J'en déduis que t égale ln de 10 sur lambda. Remplaçons lambda par son expression déjà écrite à la question 3. On obtient ln de 10 sur ln de 2 fois Tn demi. Donc, le T égale, c'est 3,3 fois Tn demi. Connaissant Tn demi égale à 8,1 jours, ceci égale, ça donne 27 jours.